bonjour à tous, merci d'être présents. Nous faisons connaissance puisque je suis arrivé récemment à Marseille. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai pris le commandement du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de l'école des marins-pompiers de la marine et le commandement de la marine à Marseille le 1er juillet dernier. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis très heureux de la reprise de ce cycle de conférences après les vacances, qui nous réserve bien des surprises, à commencer par ce soir. Et donc, tout ceci est pour moi une grande satisfaction. Deux petits mots peut-être d'introduction à la conférence d'aujourd'hui. Sujet d'actualité, parce que la ministre des Armées, en début d'année, a annoncé, vous savez peut-être, la stratégie des armées pour la maîtrise des fonds marins. Après avoir défini des stratégies pour les trois grands milieux que nous connaissons, la terre, la mer, l'air, puis ensuite l'espace, le cyberespace, les armées s'intéressent de plus en plus fortement et de plus en plus près aux fonds marins, et donc ça fait de la conférence de ce soir un sujet tout à fait actuel. Autre élément de contexte, vous savez peut-être, en 2020, le président de la République, a fait des grands fonds marins l'un des 10 objectifs stratégiques du plan France 2030. Donc, ce qui souligne encore une fois l'importance de ce sujet qui est pour beaucoup encore méconnu et qui mérite d'être mis en valeur. Alors, la Marine nationale a été une des pionnières dans l'exploration des abysses, puisqu'il y a plus de 60 ans, il y a eu le groupe des bathyscaphes du commandant Houot, qui a beaucoup mis en œuvre cette démarche d'exploration des fonds. Mais aujourd'hui, si la France reste en pointe dans de nombreux domaines vis-à-vis des fonds marins, avec notamment l'Ifremer et son Nautile, la Marine nationale, elle, avait un peu délaissé ce domaine. Or, les espaces sous-marins constituent des champs extrêmement importants et potentiels de conflictualité, avec, même si la zone est considérée par les Nations Unies comme un bien commun de l'humanité, la zone sont les fonds marins et sous-sols qui se trouvent en dehors des zones de juridiction nationale. La zone reste celle des richesses qui attire la convoitise. Et donc, qui dit convoitise dit esprit de conquête et parfois de concurrence, voire de confrontation. Par ailleurs, les fonds marins ont pris une importance particulière avec le passage des câbles sous-marins, puisque aujourd'hui, 97% des communications mondiales passent par les câbles sous-marins, dont certains tout à fait stratégiques arrivent d'ailleurs dans le port de Marseille. Voilà. Donc, c'est une zone importante, mais ça reste une zone non seulement méconnue du grand public, mais même méconnue des spécialistes, puisqu'aujourd'hui, on estime que seulement 2% de la surface des fonds marins sont connus avec une précision métrique, ce qui, par rapport à notre connaissance de la Terre, est bien évidemment extrêmement faible. Donc, dans ce cadre-là, la France et donc les armées et donc la marine se positionnent à deux titres. Au premier titre, comme un défenseur du droit international pour préserver l'accès aux fonds marins à chacun, suivant les règles des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer. Et puis, évidemment, la France souhaite protéger ses intérêts et sa souveraineté sur son espace maritime, qui est le deuxième plus important au monde. Donc, c'est pour cette raison que, comme je le disais au début, la ministre des Armées, repris aujourd'hui par le ministre des Armées, a décliné une ambition nationale en une stratégie ministérielle qui a été publiée en février 2022, avec comme objectif de mieux connaître, surveiller et agir vers et depuis et sur les fonds marins. Et donc pour ce faire, un plan ambitieux a été mis au point avec une démarche capacitaire qui vise à doter nos armées, et notamment la marine, de moyens capables d'atteindre une profondeur de 6000 mètres pour être en mesure de couvrir 97% des fonds marins. Et des projets et programmes au sens militaire du terme sont lancés dès 2022, programmes de drones sous-marins et de robots d'intervention, à la fois avec une vocation défense, notamment les programmes de lutte anti-mine, mais aussi des capacités hydrographiques et océanographiques. Tout ça pour vous dire l'actualité du sujet qui va être traité devant vous ce soir et qui vous est proposé et par le commandement de la Marine à Marseille et par l'Institut français de la mer, avec lequel nous sommes tout à fait en collaboration. Voilà.
Je vais laisser le commandant Barthélémy vous présenter nos deux intervenants, hein, Monsieur Bourris et Monsieur Mavrosomos. J'espère que vous profiterez bien de cette conférence et que vous en connaîtrez beaucoup plus sur le sujet de ce soir et surtout sur vos aventures. Merci beaucoup. Bien, merci Amiral pour cette introduction qui est venue alléger ma tâche. Je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux pour cette conférence de rentrée, surtout un soir de match. Heureusement que le match n'est pas tombé à 18h, hein, sinon c'était mort hein, pour moi. Bon, il ne vous a pas échappé que j'ai dû un petit peu modifier le programme, puisque vous savez que nous devions recevoir mardi prochain le préfet maritime commandant-chef pour la Méditerranée, qui m'a appris à la fin du mois de juillet qu'il était retenu par d'autres obligations, que j'ai reprogrammé pour le mois de janvier 2023. Et donc j'ai pu, grâce à nos amis de l'Institut français de la mer, que je remercie, organiser cette conférence d'aujourd'hui. Du coup, on change un petit peu la date. Donc tout s'est bien passé. Donc comme vous le savez, nos deux conférenciers d'aujourd'hui sont Michel Bourris, qui a fait une longue carrière à la COMEX. Alors tous les Marseillais connaissent la COMEX, bien entendu, et qui est aujourd'hui le président de l'association Les Amis du Saga, dont j'espère qu'il nous fera bientôt visiter ce sous-marin Saga, qui est à ma connaissance le plus grand sous-marin civil ayant été construit, toujours à l'époque de la COMEX. Et Théo Mavrostomos, que beaucoup de gens connaissent, notamment à Marseille, qui est l'homme le plus profond du monde en plongée en saturation. Voilà. Je ne vais pas consommer beaucoup plus de temps de votre conférence. La prochaine conférence, celle du mois d'octobre, donc là, à partir d'octobre, nous reprenons le programme tel que je vous l'avais donné avant l'été. La prochaine conférence, le 11 octobre, sera elle aussi organisée en partenariat avec l'Institut français de la mer. Donc je vais laisser Patrick Barahona vous dire quelques mots sur l'Institut français de la mer, et puis ensuite nous passerons la main à nos deux conférenciers. Merci. Merci commandant, bonsoir à tous. Donc l'Institut français de la mer a été créé en 1972, c'est une association d'utilité publique et elle a d'ailleurs contribué à créer le cluster maritime français en 2005. Donc son rôle principal, c'est de promouvoir, faire connaître et aimer la mer au plus grand nombre. C'est également sensibiliser donc aux enjeux et au rôle essentiel de l'océan ou des océans dans la vie sur Terre, notamment tout ce qui est bioclimatique. Et l'IFM édite une revue, il y en a 4 par an, la revue maritime, où il y a énormément d'articles intéressants. Et l'IFM s'appuie donc, l'IFM national s'appuie sur des comités locaux. Les comités locaux qui sont régionaux ou départementaux. Donc le comité IFM Marseille Foscalan, que je préside, et j'ai pris la suite, le plaisir de prendre la suite de Michel Bourris, qui était avant président jusqu'à fin 2021. Nos modes d'action sont relativement simples. C'est la communication avec ce cycle de conférences qu'on démarre, et je remercie effectivement le Comar d'avoir accepté qu'on puisse aussi faire ça en collaboration. Et la prochaine, ce sera aussi la même chose. Et après, on continuera notre propre cycle de conférences avec des points de rencontre avec eux. Et deuxième chose que l'on veut faire, c'est de la représentation locale et donc des réflexions stratégiques que le comité va mettre en place, participer au Parlement de la mer, participer au Conseil maritime de façade, qui a été acté récemment, et également monter des partenariats avec d'autres comités locaux, celui de Toulon, celui de Corse, et puis des associations comme les Compagnons du Saga, Terre-Mer, et vous, bien sûr, la Marine et le commandant de la Marine de Marseille. Voilà, j'en dis pas plus, et je passe la parole au conférencier. Merci. Vous m'entendez là? C'est bon? Je vais essayer donc de manipuler depuis ici. Donc ce que je vais vous faire, ça va être un petit brin d'histoire, un petit brin de physiologie, un peu de technique de plongée, bien sûr, des expérimentations qui ont pu être faites, et Théo Mavrostomos, qui est notre témoin, nous parlera d'une part de sa carrière et d'autre part de Hydra 12, qui fut la percée, puisque c'était le premier plongeur à pouvoir atteindre cette profondeur-là, et depuis, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. De tout temps, si vous voulez, l'homme a essayé de percer le miroir. Il est bien évident que je ne vais pas vous faire une histoire de la plongée, je vais simplement vous faire voir quelques étapes dans cette progression. D'abord, la cloche de Edmond Halley.
avec son alimentation en air frais que l'on peut voir sur l'image de gauche. C'était des tonneaux qui étaient reliés par des tuyaux de cuir à la cloche. Le vêtement de garde de marine de Brest, qui avait en fait là, la cloche est remplacée par le casque. L'alimentation se faisait en air avec un soufflet de forge en surface. Plus tard, un casque de plongée, Fréminet, qui est relié à une pompe à air avec un tube d'arrivée d'air et de sortie d'air. Il est bien évidemment que tout cela était en débit continu. Le mot scaphandrier. Le mot scaphandrier, en fait, il vient de l'abbé de la Chapelle, qui avait inventé le gilet de sauvetage. En fait, c'est un habit avec des bolets de liège qui était pour des militaires pour pouvoir traverser une rivière ou pour éventuellement des naufragés. Mais ce terme a été repris, en particulier par Klingert. Il faut dire que scaphandre, ça veut dire scapha andros, l'homme barque en grec. Donc c'est pour ça que c'est plutôt le gilet de sauvetage. Mais il a été repris par Klingert, qui avait un habit avec un casque, on voit sur la droite, avec un casque métallique et un joint de cuir et un habit de cuir. Aujourd'hui, le mot scaphandrier désigne un plongeur professionnel. Mais c'est aussi, dans notre imaginaire, un petit peu le pied lourd, celui qui a les chaussures de plomb, celui qui a une pèlerine et celui qui a un casque qui pèse énormément. Les premiers scaphandres ont été, celui le plus connu, c'était Sib, Auguste Sib, qui avait un transfert de technologie avec les frères Dean à Londres, qui avaient, qui avaient inventé un casque pour les fumées. Et ce transfert de technologie, Auguste Sib s'est associé avec son gendre Gorman pour avoir une des plus grosses sociétés entre 1830-1840, et sa société apparaît, et surtout le matériel maintenant est un matériel de collectionneur, puisque les casques Sib et Gorman sont réputés pouvoir être un très grand prix. D'autres fabricants se sont mis aussi sur ces scaphandres, je citerai Cabirol, Petit, mais également à Marseille, il y en avait un qui arrive neuve qui s'appelait Joseph Skoda. Autre transfert de technologie, il s'agissait de Rouquayrol et Deneroux. Ce sont les inventeurs du détendeur, qu'ils appelaient régulateur d'écoulement d'air comprimé. C'est le détendeur, c'est-à-dire c'est un appareil qui permet d'avoir l'air à la demande. Cette invention était très importante puisqu'elle est cette méthode et cette invention jusqu'à maintenant sur les détendeurs qui sont fabriqués, tous reprennent un petit peu et reprennent pour beaucoup toute cette technologie. Le scaphandrier descend de plus en plus profond. Où j'en suis là, je vous ai. Attendez que je me mette. Le scaphandrier descend à l'air de plus en plus profond. Et malheureusement, il arrive des accidents, ces accidents sont surtout dus au manque de décompression. En effet, l'azote, qui est dans le mélange de l'air, est dissous dans le sang et n'est pas métabolisé comme l'oxygène. C'est-à-dire qu'avec son inertie, lorsqu'on remonte à la surface, il faut faire des paliers de décompression pour pouvoir éliminer tout cet azote, tout ce gaz qui est dissous. Il avait également donné les dangers que pouvait représenter l'oxygène. L'oxygène, c'est vrai, il est indispensable pour la respiration, mais il est aussi neurotoxique. À une pression partielle, on entendra parler beaucoup de cette pression partielle qui est supérieure dans l'eau à 6 mètres. C'est-à-dire que quand on est à 6 mètres de profondeur avec de l'oxygène à 100%, on risque l'hyperoxie. C'est pour ça que nous, plongeurs, lorsqu'on lit quelque chose, que les plongeurs descendent avec leur bouteille d'oxygène, ça nous fait un peu tout drôle quand même. Donc il faut bien savoir qu'aussi, dans un caisson, avec 100% d'oxygène, on ne gonfle bien évidemment pas le caisson à l'oxygène, mais avec des déverseurs, la limite est de 12 mètres. L'air, pour faire simple, c'est 20% d'azote et 20% d'oxygène et 80% d'azote. Il est certain que seul l'oxygène est intéressant
dans ce que l'on respire. Le reste ne règle pas. C'est-à-dire qu'en présence de pression partielle, nous on est dans cette salle, nous sommes aux alentours, j'ai fait simple, hein, j'ai mis 20% et 80%, on a 200 millibars de pression. C'est ces 200 millibars de pression partielle qui nous sont utiles. À chaque fois que l'on descend de 10 mètres de profondeur, on reprend un bar. C'est-à-dire que pour éviter les effets de l'azote et la narcose et les difficultés également respiratoires, il peut être remplacé par un autre gaz qui est l'hélium. J'appuie sur le mauvais bouton à chaque fois. L'hélium, il avait été développé en particulier par les Américains. Pourquoi par les Américains? Parce qu'en 1925, ils avaient promulgué un monopole avec le Helium Conservative Act et ils avaient fait des essais de plongée avec cet héliox. Comme ils avaient un avantage certain, il est certain que nous, en Europe et dans tous les autres pays, on est resté toujours à plonger à l'air. En 1939, lorsqu'un sous-marin, le Squalus, a été, en partant de Portsmouth, dans le New Hampshire, qui est le Toulon américain, qui a coulé, il y a eu 56 plongeurs, 53 pieds lourds qui se sont succédés pour pouvoir, d'une part, sauver le personnel qui était encore coincé dans le sous-marin et, de surcroît, le renflouer pour pouvoir le remettre en circulation quelques jours après. L'hélium, c'est un gaz qui est parfait, mais il est cher. Il est 7 fois plus léger que l'azote, c'est-à-dire que lorsqu'on a des difficultés respiratoires à partir de 9 kg au mètre cube, qui est la limite qu'on se donne pour pouvoir être à l'aise dans la respiration, l'hélium étant 7 fois plus léger, il permet d'avoir ce confort respiratoire qu'on n'a pas avec l'azote. De surcroît, c'est un gaz quasiment parfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas métabolisable, c'est certain, mais il nécessite bien évidemment de la décompression comme l'azote, mais il est très faiblement narcotique, c'est-à-dire il ne donne pas du tout de narcose, et il est de surcroît, mais ça c'est plutôt un défaut, très conductible, une conductibilité thermique, ce qu'il faut réchauffer le gaz pour pouvoir le respirer, et il a ce fameux effet qu'on appelle l'effet Donald Duck, que vous connaissez tous, avec le ballon qu'on gonfle à l'hélium, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un gaz qu'on utilise pour remplacer l'azote, qui permet aussi, pour le limiter, au syndrome nerveux des hautes pressions qui apparaît selon les sujets entre 250 et 450 mètres. La pression pétrolière, au début des années 60, a fait imaginer des systèmes pour pouvoir permettre aux pétroliers d'intervenir sur leur champ. D'abord, avec le commandant Cousteau et le Centre d'essais de marine avancée, le CEMA, ils ont essayé de développer des maisons sous la mer. Les maisons sous la mer, c'est de rester dans un habitat qui est sur le fond et de pouvoir intervenir depuis cet habitat. La logistique, vous en doutez, est extrêmement difficile pour pouvoir se déplacer de champ à champ pétrolier. Donc, ce système de maisons sous la mer a été réservé aux scientifiques, en particulier les Américains avec l'opération Scilab, beaucoup aussi en Russie, d'autres en Chine, et qui ont fait aussi des laboratoires plutôt que pour les pétroliers. La COMEX, de son côté, avait fait plutôt des systèmes de plongée qui permettaient, d'une part, puisqu'au début, c'était des plongées unitaires que l'on faisait, c'était des plongées qu'on avait depuis la surface, soit avec un narguilé, parce qu'en professionnel, on ne plonge pas avec des bouteilles sur le dos, qui était limité à 50 mètres de profondeur et à 75 mètres à l'hélium. Autre type de plongée qu'on pouvait avoir, c'était une plongée depuis une bulle de plongée. Le torse du plongeur est dans le gaz, il est assis sur un strapontin, mais là vous avez les temps de décompression qu'il faut lorsque nous sommes avec ces techniques de plongée. C'est-à-dire qu'on est à 50 mètres, on fait 60 minutes à 63 mètres, il faut 140 minutes de décompression. Lorsqu'on est à 90 minutes, à 84 mètres avec un système de bulle de plongée, on est à 10 heures de décompression. Autre système, vous avez devant la chambre de commerce une tourelle de plongée. Lorsqu'on fait la tourelle de plongée,
Et lorsqu'on les limitait à la COMEX à 120 mètres en plongée unitaire, parce que faire 90 minutes à 120 mètres, ça veut dire 23 heures de décompression. Donc, il faut vraiment envisager quelque chose d'autre, et en particulier ce qu'on appelle la saturation. Donc, la saturation, la COMEX, c'était des systèmes de plongée avec un ascenseur, des caissons, comme on peut le voir en bas à gauche, des systèmes de caissons où le plongeur vit tous les jours, et il vit pendant une période de 15 jours, et son temps de décompression, il est ensuite, mais Théo nous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, c'est ce que la vie à peu près sur ces barges en saturation. Et là, il faut savoir que je vous ai parlé de pression partielle. La pression partielle que l'on met dessus, c'est une pression partielle qui est aux alentours de 400 millibars. Alors, ça veut dire qu'on a un mélange. On a un mélange, par exemple, à 100 mètres de profondeur, on aura un mélange de 4% d'oxygène et 96% d'hélium. À 200 mètres, on aura 2%, je vous le fais à la louche, 2% d'oxygène et 98% d'hélium. C'est ce mélange. Et là, on est capable de plonger jusqu'à des profondeurs qui sont actuellement, les plongeurs vont sur les bateaux de plongée, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, à 250 mètres environ, puisqu'il y a toujours des champs qui sont à 250 mètres, il y a de la maintenance, il y a beaucoup de réparations à faire dessus. COMEX avait fait 50 ans de recherche et d'innovation, c'est-à-dire sur tout ce qui était matériel, tout ce qui était aussi, bien évidemment, autour de la physiologie et des mélanges respiratoires, dont j'en ai mis, je crois qu'il y en a 3 qui sont faites en coopération, dont d'ailleurs Hydra 12, qui a été fait en coopération avec la Marine nationale. Ces opérations se sont faites, ces expérimentations se sont faites avec, je dirais, tout un système qui permettait, d'une part, d'avoir des plongeurs qui étaient des plongeurs de chantier, des plongeurs qui faisaient toute l'année des chantiers, enfin quelques chantiers de saturation, pour pouvoir se faire des expériences, mais ce n'étaient pas des surhommes, quoi qu'ils avaient beaucoup de qualité. Donc on a utilisé, puisqu'on allait de plus en plus profond, il fallait un autre gaz qui était plus léger que l'hélium, puisque le syndrome nerveux de haute pression se faisant constater à 450 mètres, 250 à 450 mètres, il fallait avoir encore un gaz un petit peu plus léger, en particulier pour avoir encore plus de facilité respiratoire. Et le gaz le plus léger qui existe, eh bien, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, par rapport à l'hélium, ce n'est pas un gaz tout à fait parfait. Parce que s'il est 2 fois bleu, il a un effet narcotique qui est assez important à partir de 20 bars de pression partielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Il a les mêmes défauts que l'azote lorsqu'on respire de l'air, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Il a une inflammabilité, c'est pour ça qu'il faut le limiter à des pourcentages d'oxygène extrêmement bas, ce qui est le cas dans les plongées, puisque vous avez que la plongée partielle, comme elle est de 400 millibars d'oxygène, ça fait des taux d'oxygène qui sont extrêmement bas. Par contre, il faut regarder tout ce qui est en contact des organes qu'on peut respirer, et c'est quelque chose qui est assez important. En particulier sur le rajout d'oxygène pour maintenir cette pression partielle dans le casque du plongeur, il faut savoir comment on l'envoie par les tuyaux qui sont avec de l'hydrogène. Donc, l'élimination ensuite de l'hydrogène à la décompression, qui était un problème assez important. Toutes les plongées expérimentales qui ont été faites entre 1966, qui fut la première avec un garçon qui s'appelait René Vérune, mais là, on n'était vraiment pas prêt pour pouvoir la faire. J'ai assisté à cette plongée avec René. Disons que les vêtements n'étaient pas du tout adaptés à une plongée avec l'hydrogène. La profondeur, il était à 250 mètres, c'était quelque chose. Il était obligé de rentrer extrêmement vite à la tourelle. Et on a repris les activités en 1982 pour pouvoir définir tout ce qu'il fallait autour de ces développements avec l'hydrogène, mais en particulier savoir comment on pouvait l'adapter aussi à des bateaux de plongée qui auraient été utilisables, ce qui n'était pas chose facile. Depuis, c'est pour ça que je dis que ce record ne sera pas battu.
il n'y a aucune société de travaux sous-marins qui existe et qui se relance dans un projet d'hydrogène. Tout le monde plonge actuellement avec des mélanges héliox, c'est-à-dire hélium-oxygène, avec des respirations, donc je dirais la fourniture aux plongeurs d'une pression partielle de 400 millibars. Les plongeurs sélectionnés, je l'ai dit, pour ces plongées, c'est des gens tout à fait ordinaires. C'est des gens qui sont pas ordinaires dans le sens que ce ne sont pas des surhommes. Il y avait une publicité d'ailleurs dans une revue qui s'appelait Océan. C'est les plongeurs ne sont pas des mangeurs de cacahuètes, pour leur faire voir que l'expérimentation ne se faisait pas avec des gens qui étaient au-dessus de tout le monde et qui étaient simplement des bêtes à expérience. Ce sont des gens comme Théo, qui avait fait une carrière dont il va vous parler maintenant. Tu vas le voir. Je ne parle plus fort, je crois. Non. Je sais pas. Attention, je sais pas. Tu peux te mettre là? Hein? Mets-toi là, mets-toi là. Voilà. Comme ça, tu verras le... Vous me recevez, oui. Ben là, je vais vous faire défiler quelques images de chantier. Et en même temps que se défilent ces images de chantier, Théo va expliquer tout d'abord un peu sa carrière, je dirais son métier passion. Voilà. Voilà, au départ, moi, je suis né à Marseille et je suis originaire d'une île grecque par mes parents, côté maternel et côté paternel. Et cette île, elle s'appelle Kalymnos et c'est l'île des plongeurs d'éponges. Et ils ont plongé pendant plusieurs siècles pour les éponges. Et ils faisaient ce métier de plongeur, de scaphandrier. Et jusqu'à une certaine époque, on l'appelait même l'île des veuves. Parce qu'il y avait tellement d'accidents de plongée on l'appelait l'île des veuves parce qu'il y avait beaucoup de morts de scaphandriers qui décédaient en plongée. Et beaucoup d'accidents aussi. Et j'ai été bercé là-dedans dans toute mon enfance. Et pour mon grand-père, c'était des héros. Et c'est pour ça que je suis venu peut-être à ce métier. J'étais prédestiné à ce métier parce que j'ai entendu toute mon enfance de parler de scaphandrier. Alors au départ, j'étais à l'école, je faisais des études d'architecture. Après, je me suis engagé un peu dans la marine. J'ai fait un copassage de 3 ans dans la marine et je suis revenu à la plongée, où j'ai commencé à faire du brossage de coques à Marseille, au port autonome. Et un jour, j'ai vu un article sur le journal, c'était Comex, c'était la plus grosse boîte mondiale de plongée à l'époque, qui recherchait des plongeurs confirmés pour les former à la plongée profonde. Parce que c'était le grand boom du pétrole à cette époque-là. Et on a besoin de beaucoup de scaphandriers pour la plongée à saturation. Donc je me suis présenté, on m'a fait passer par l'école de Cétraville, qui est l'INPP actuellement, où je travaille actuellement aussi encore, où on forme des scaphandriers. Alors maintenant, les stages ne sont plus longs, mais à l'époque, on vous formait directement à plonger à saturation. Ça durait 3 mois le stage. On était classe 2A et après classe 3 pour la plongée à saturation. Et à partir quand je suis sorti de cette école, je suis parti pour faire de la saturation. Et dans ma carrière, j'ai fait à peu près 2000 jours de saturation. Dans les caissons que vous voyez là, j'ai fait 2000 jours à l'intérieur. Je passais ma vie à peu près 90 à 120 jours par an de saturation. Il faut savoir qu'en saturation, les scaphandriers ils travaillent 8 heures par jour avec le casque rivé sur la tête. Et c'est tous les jours pendant 20 jours à peu près. Et après, il y a une période de décompression où là, on ne travaillait pas, hein, on attend de remonter à la surface. Or, une petite parenthèse, c'est qu'il faut savoir entre la plongée unitaire, plongée bouteille et plongée en saturation. Plongée bouteille, vous êtes tenu par le temps que vous allez passer au fond à une certaine profondeur. Par contre, la plongée à saturation, le temps, on se fout du temps, c'est que la profondeur qui compte. Alors que vous passiez un jour, un mois ou un an à 100 mètres, mettons, la décompression sera la même. C'est pour ça qu'elle est avantageuse, la plongée à saturation. Ensuite, alors, j'ai travaillé dans toute la lumière du globe à peu près.
en Afrique, au Middle East, au Mexique, en Argentine, enfin un peu de partout avec Comex. Et j'ai fait plusieurs expérimentations ou plusieurs plongées profondes en mer. J'ai fait une 300 mètres en soudure manuelle dans un fjord en Norvège. C'était une première mondiale. Comex n'a pas toujours parlé, n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'était une première mondiale. J'ai fait une 450 mètres en Allemagne aussi. Et ensuite, comme j'avais comme je me comportais assez bien dans ces profondeurs, on m'a proposé de faire la 700 mètres. Nous étions 3 au départ. Et arrivé à 675 mètres, il y en a 2 qui ont abandonné, mes deux collègues qui ont abandonné. On va y arriver. Ah ouais, je m'arrête? Oui, non, tu t'arrêtes pas. Non, tu continues, mais tu vas. Je voulais faire voir les chambres de soudure parce que tu n'en as pas parlé de chambres de soudure. Oui, c'est vrai. J'ai pris une tournante dans ma carrière à l'époque, quand j'étais scaphandrier. J'ai voulu être aussi soudeur hyperbare. Il y en avait très peu. On était une douzaine à peu près chez Comex à être soudeur hyperbare. C'est-à-dire on soude manuellement à l'électrode, mais dans une chambre inerte qui est placée sur le pipeline. Elle est à l'écran. Au fond. Voilà, c'est une chambre à soudure. Alors il y a le pipeline qui passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a une poupisse qu'on met en place. On doit d'abord, bien sûr, chanfreiner le pipe, faire toute la tuyauterie. Ensuite, on met une poupisse, un morceau de tuyau de la même dimension que le pipe, qu'on place. Et après, on met des paillasses de préchauffage pour monter le pipe en température pour avoir les mêmes, les mêmes critères de structure de métal. Et ensuite, on soude comme en surface. Alors, le plus dur, c'est la soudure, bien sûr, elle est dure, mais le plus dur, c'est le tuyautage, car il faut arriver à avoir un certain nombre de millimètres pour pouvoir souder, pour le jour, pour pouvoir souder. Et là, on a soudé, avec ça, on a soudé à 300 mètres de profondeur, dans un fjord en Norvège. Plus, après, j'ai fait des tas de soudures dans tous les pays, surtout en mer du Nord, bien sûr, et en Norvège. Certaines en Afrique, et beaucoup au Mexique aussi. Là, c'est l'équipe que vous voyez là, c'est l'équipe hydraulique qui a plongé pour passer 133 mètres de profondeur en mer. Oui, ça s'est fait sur un bateau de travail qui s'appelle l'Aurélia. C'était juste au large de Marseille, où les plongeurs ont fait une intervention, donc une plongée, enfin c'était en mer, vous avez derrière le diagramme un petit peu de cette plongée, avec la mise en compression. Elle n'était pas limitée à 20 bars dans cette plongée hydraulique. Elle a été limitée en ce qui concerne la pression partielle d'hydrogène, mais elle était montée à 25 bars. Le reste était de l'hydrogène. Le reste était de l'hélium. Vous avez les taux d'oxygène, quand on parlait tout à l'heure de pression partielle, vous voyez qu'à ces profondeurs-là, l'oxygène qu'on respire, qui nous est nécessaire, il est de 0,75%, donc il était extrêmement bas. J'avais 0,50, ça, ouais. À 700 mètres. Voilà. Hydradis, c'est assez inquiétant. Et quand on est arrivé à la profondeur de 75 mètres, mes deux collègues ont décidé de s'arrêter. Et moi, j'ai voulu continuer. Parce que je me sentais bien, et j'étais bien physiquement, physiologiquement. Donc, j'ai demandé à continuer. Bon, c'était pas évident puisque M. Deloz était le patron de la Comex, mais comme on était, il y avait 20 laboratoires qui nous suivaient, et c'était l'éthique médicale qui pouvait donner l'accord à ce moment-là. Il les a bien baratinés, et il est arrivé à me laisser partir pour les 700 mètres. Mais tout a commencé quand même avant avec un training pour pouvoir mettre les plongeurs en forme, surtout s'ils revenaient de chantier. Et vous aviez même un coach sportif à l'époque pour pouvoir vous entendre dire. Donc, ils auraient été 3 dans le caisson, mais il y avait un plongeur supplémentaire au cas où il y aurait un problème qui était... Après, à partir de cette profondeur, bon,
c'est difficile de récupérer le plongeur supplémentaire pour remplacer parce que Ouais. il fallait 15 jours pour descendre jusqu'à cette profondeur. Mais il a fait l'entraînement. Voilà. Donc là, vous avez un petit hommage parce que on a parlé de Paul Bert, mais nous, à la COMEX, on avait celui qui s'occupait vraiment de la physiologie de tous les plongeurs et qui a fait, d'une part, il avait commencé chez le commandant Cousteau, c'était Xavier Fructus. Donc Xavier Fructus était vraiment un homme absolument parfait puisqu'il était disponible 24 heures sur 24 sur tous les chantiers. Aussitôt qu'il y avait quelque chose qui se présentait et un problème qui se présentait, il le résolvait rapidement. Qui a participé aux tables qui sont toujours actuelles d'ailleurs, depuis hein, elles n'ont pas changé puisque je travaille à l'INPP maintenant et on se sert toujours des mêmes tables, des tables COMEX. Donc cette expérience, ça s'est fait au centre hyperbar, de la COMEX, au boulevard des Océans. Tu en parles à 2 minutes là, si tu veux. Oui. Alors il y avait deux longues caissons où on pouvait, c'était des caissons où on vivait, où on dormait, où on mangeait pendant toute la compression. Et quand on est arrivé à cette zone de 15 mètres, comme le caisson, c'était que les caissons sphériques qui étaient homologués pour aller jusqu'à 1000 mètres, on a permuté, on est allé dans ces caissons-là. Et quand les deux collègues ont décidé de s'arrêter, ils ont récupéré le caisson où on vivait auparavant, avant d'arriver, en dessous de 175 mètres. Et ensuite, je suis parti seul dans ces caissons sphériques, à 75 mètres. Et il y a d'ailleurs un des caissons qui fait caisson piscine aussi. Il y a la même sphère qui est au-dessous, remplie d'eau, avec la même température que si on était en mer, pour simuler une plongée en mer avec en eau de mer. Vous commentez là. Ici, c'est des exercices physiques pour d'effort. C'est des exercices d'effort où je regardais les battements de cœur et j'avais un peu tout dessus, l'encéphalogramme. Ça, c'est le faire à cheval pour nous porter chance. C'était pour leur porter chance. C'est leur porter chance. Voilà ce que Monsieur Delos, quand on a discuté pendant 2 ou 3 heures avant qu'il me laisse partir à 700 mètres. Enfin, les autres étaient à 650 quand même. Hein? Les autres étaient à 650. 675. Donc, Là, c'était le caisson piscine où il y avait des exercices pour remonter un puzzle à un tuyau. Et c'est différents tuyaux avec différentes courbes et différentes longueurs qu'on devait remonter. Il calculait à peu près. Le temps était compté pour si on avait toute notre si on avait toute notre tête à cette profondeur. Là, c'est comme j'étais à moins 700 mètres. Donc, on n'a pas retrouvé la fiche des 701 mètres. On ne sait pas où elle est. Ah, il sait qui c'est qui l'a. Donc, on va essayer. C'est Califano. Capteur. Le rugbyman. Donc, voilà l'équipe avec l'équipe médicale, avec Bernard Gardette aussi, qui a succédé à Xavier Fructus. Max Souzonan, Serge Icard, Gortan, Claude Gortan, Payot, Office Payot. Il y a Bernard Gardette, Comé, le docteur Comé, et le docteur Massimedi, Jean-Yves Massimedi. Voilà la courbe de cette plongée. Vous voyez le temps de mise en pression et vous voyez surtout le temps de décompression, puisque l'ensemble de l'opération. Alors, je ne peux pas me retourner. Je suis allé à 703 mètres. En vérité, je suis allé à 703 mètres. Et on a dit 700 mètres parce que ça faisait 2300 pieds. Il est certain qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'avènement de toute la robotique tente à supplanter, en particulier sur les plongées extrêmement profondes, puisque les ROV, puisque les Remotely Operated Vehicles, qui sont les véhicules que l'on utilise pour aller de plus en plus profond. D'ailleurs, dans le plan 6000 mètres,
c'est ce qui est utilisé. Les plongeurs, malgré tout, ont toujours énormément de travail, puisqu'il y a aux alentours de 80% des structures pétrolières qui sont toujours en service. Certaines se mettent d'ailleurs encore en service à des profondeurs qui sont atteignables par des navires de plongée, des navires de construction. Alors d'ailleurs, je vais vous présenter celui-là, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est Subsea 7. Vous savez ou vous ne savez pas, la Comex a été vendue à une société norvégienne en 1992 qui s'appelait Jacob Stolt Nielsen, pour faire avec une association avec Seaway. Puis ensuite, si vous voulez, Comex Seaway est devenu Stolt Offshore, puis Stolt Offshore est devenu Seven, et ensuite Acergy, et ensuite maintenant, c'est un bateau qui est de Subsea 7 qui s'appelle celui-là le Falcon. Alors le Falcon, vous voyez l'exemple du système de plongée. Ces deux tourelles de plongée, deux canottes d'évacuation hyperbares pour pouvoir évacuer le navire pour les plongeurs en saturation. C'est également une chambre pour, je crois, 26 personnes à bord de ces caissons, différents niveaux pour pouvoir travailler. Ils travaillent aussi en association avec les ROV pour pouvoir leur porter les outils, contrôler, faire la sécurité. Et c'est un navire qui travaille actuellement, je ne sais pas où il est exactement, mais qui travaille sur les chantiers du Brésil ou les chantiers qui peuvent être en Afrique quand ce n'est pas très profond et en mer du Nord où il y en a encore énormément. C'est des bateaux à positionnement dynamique. Et je vais vous passer un petit film où vous allez pouvoir... À l'époque, quand on a commencé, on mettait les ancres. Ah, j'aurais aimé vous passer un petit film. Je n'ai vraiment pas de peau, moi. Oui, c'est le Deep Explorer qui appartient à Technip. Technip, tout ce qui finissait en NIP, c'était avant dépendant de l'Institut du pétrole. C'était quelque chose, c'est un bateau co-Flexip également, et qui a été repris par Technip. Et maintenant, Technip s'est associé avec une grosse boîte américaine qui s'appelle FMC. Et ils ont certainement le bateau le plus performant. Donc, je vais voir si je peux vous passer le film. Bon, c'est un système de plongée qui est 350 mètres à l'hélium. Hein. Il est bien évident que tous ces systèmes de plongée sont à l'héliox et non pas du tout à l'hydrogène. Ah non, c'est pas là qu'il faut. Hein. Hein? Je suis désolé, j'y arrive pas. Je l'ai à l'écran ici. Oh, ah ben le voilà. Ah, ouais. Je suis vaincu par la technique. C'est dommage parce qu'il tournait tout à l'heure. Vous m'avez dit que c'était évidemment partagé. Monsieur le délégué à la maire de la mairie de Marseille, l'adjoint. Il est là.
Comme ça. Ah, pardon. Oui. Là, c'est moi pour le coup. Super. Je rattrape. C'est après. C'est la celle d'après. Celle d'après. Ouais. Celle-là. Michel. Tu travailles au Canada. Ah ouais. Il s'appelle le Johan. On l'a mis en grand. Le checklist. Checklist.
Voilà. Ben, écoutez, on vous remercie. Et maintenant, je pense que si vous avez quelques questions, vous avez vu qu'on est dans les temps. Vous nous poussez, je vois que depuis tout à l'heure, vous nous... Ah, très bien. Alors, Je crois que c'est le seul axe, le médical, sur les questions d'oxygénothérapie qui est encore développé dans un engineering de la COMEX actuellement. Donc, et avec surtout l'entretien et le changement des pièces détachées sur les systèmes existants. Oui. non. Non, là, c'était vraiment pour étudier, c'est pour démontrer que l'être humain pouvait travailler à cette profondeur. Mais on n'a pas fait de chantier à cette profondeur. On a fait des chantiers à 300 et 450 mètres. Non, c'est un mariage, si vous voulez, Oui. c'est un mariage de robots et de... Je travaille à l'école qui s'appelle l'INPP, qui est à la Pointe-Rouge, où on forme des scaphandriers. On forme à peu près des classes 2A qui peuvent plonger des 0,50 mètres pour travailler aussi dans des chantiers comme ça, ou les éoliennes. Et on en forme à peu près 80 par an. Et des classes 3 qui travaillent pour la saturation, pour la plongée profonde, on en forme à peu près 70, 80 par an aussi. Donc il y a 70 ou 80 plongeurs qui sont formés à l'INPP, si vous voulez, pour faire plongeur en saturation. Là c'est plein pendant 2 ans. Ben, ça dépend le temps qu'on reste à la profondeur de travail. S'il y a un travail qui demande plusieurs jours, s'il y a une tâche qui demande plusieurs jours de travail, on va le faire en saturation. Ça reviendra moins cher et ce sera moins coûteux et plus sécurisé qu'en plongée bouteille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est saturé complètement à partir de 6 heures d'exposition dans le mélange. À partir de ce moment-là qu'on a plus de 6 heures, et on doit remonter à une vitesse de décompression qui est de 25 mètres par jour. 25 mètres par jour. C'est-à-dire que vous avez vu, là, pour des plongées, par exemple, le sous-marin Saga qui est allé à 317 mètres, il aura fallu, si je ne me trompe, je crois que François Salaska est dans la salle, il aura fallu 14 jours de décompression pour revenir à la surface. Il faut compter à peu près 1 mètre en moyenne, 1 mètre par pour remonter à la surface. Ah non, mais nous, on a pas mal aux oreilles. On décompresse, on décomprime maintenant. C'est les premiers mètres qui comptent, madame. Oui, voilà. Après, ça va tout seul. C'est les 10 premiers mètres qui sont faciles. Après 10-20 mètres, ça passe seul. Non. Le corps se met en équipression. Il se met en équipression. C'est pour ça qu'on doit désaturer. Il se met en équipression. Non. Ah ben non, sinon on le verrait plus. Quand je suis allé à 700 mètres, c'est 71 kg de pression au centimètre carré. Je serais vraiment, je serais plat. Non, il se met en équipression, mais par contre, il absorbe le gaz, le corps. Et après, ben, il faut le désaturer. C'est-à-dire il faut qu'il rejette le gaz qu'il a absorbé. Je pressentais ta question. Eh bien, le Saga, donc, comme dit, je suis président du Compagnon des Sagas, et le Saga qui est à l'Estac, qui appartient à la ville de Marseille. On a une convention à la ville de Marseille pour pouvoir essayer de promouvoir une valorisation maritime que représente le sous-marin, qui, pour ceux qui ne le savent pas, il a été commencé par le commandant Cousteau dans les années 68. Le commandant Cousteau avait demandé le projet, il s'appelait l'Argironette en 72, repris par la COMEX en 82, lancé en 87.
En 90, compte tenu d'un petit peu tout ce que le marché pétrolier, il a été mis à l'estac dans son hangar qui avait été construit spécialement pour l'Argironette. Et il a été abandonné, je dois le dire, pendant une bonne vingtaine d'années, avant qu'il y a 10 ans, avec les compagnons du Saga, on fasse un petit peu le ménage et puis essayer de le faire visiter un maximum de personnes. Nous sommes en voie, et c'est la question d'être établissement pouvant recevoir du public, qui devrait se faire au début de l'année prochaine, enfin je l'espère. Et à partir de ce moment-là, on recherche un petit peu de pouvoir faire la transition, parce qu'on commence non pas à se fatiguer, mais on aimerait bien un relais avec des gens qui sont un petit peu plus jeunes, de façon à pouvoir perdurer sur ce qu'on appelle une capsule temporelle, quoi. Voilà. Donc, pour ceux, il fait 30 mètres de long, environ 300 tonnes. C'est un joli bébé. Il est de son hangar. Vous avez une coupe là derrière moi qui fait voir. Bon, il permettait de mettre des plongeurs, jusqu'à 450 mètres de profondeur et une possibilité d'aller jusqu'à 600 mètres de profondeur. Donc, il a été testé à 660 mètres de profondeur et les plongeurs ont fait différentes interventions, la plus profonde étant archéologique à 317 mètres au Cap Bénat. Ça répond à ta question? Voilà. Il y avait une question pour le positif et le négatif, là, si j'ai... Moins positif, c'est qu'à partir de 675 mètres, on n'avait plus faim, on n'avait plus soif. Et on n'aurait pas pu rester trop longtemps parce que c'est plutôt mauvais. C'est plutôt mauvais. Négatif, disons. Oui. Enfin, à cause de ça, je ne pense pas qu'on aurait pu faire des gros chantiers à ces profondeurs-là déjà. On n'a plus fait, mais non, on avait l'impression d'avoir une crise de foie. Ça nous donnait envie de vomir, quoi, si on mangeait. Et positif. C'est la sortie. Positive, sinon, c'est. Ouais, quand j'ai discuté avec M. Delos, qu'on s'est échangé, qu'on a échangé pas mal, pour qu'il me laisse y aller seul. Voilà. Attendez, alors, attends. Alors, je suis resté 3 heures à 700 mètres. Ensuite, la décompression s'est faite sur 23 jours. Et quand je suis ressorti, il m'a fallu, pour avoir ma forme physique, vraiment, il m'a fallu à peu près 6 mois. Oui, Pierre. Alors, généralement, les temps de décompression sont très longs parce que normalement, on n'a rien à faire. On attend juste la sortie. Mais là pour cette expérience-là, on avait des exercices à faire. Ils nous occupaient en faisant des différents exercices par rapport à tous les corps de médecine qui nous suivaient. C'est pour les yeux, les oreilles, enfin, pour autre chose. Plus, après, il y avait les médias qui venaient, qui nous posaient des questions. Ça fait que ça faisait passer le temps, tout ça. Oui. Déjà même en saturation, même si ce n'est pas à grande profondeur, l'hélium aussi, ouais, et puis la pression, la nourriture a moins de goût, c'est moins goûteux. Mais on a quand même faim. Oui, Daniel. Alors, il y en a qui avait le symptôme, enfin, qui a depuis un moment déjà, depuis un peu
peu avant, il mangeait plus, il dormait plus. Enfin, c'est-à-dire, comme il ne mangeait plus, ça le fatiguait, il n'arrivait plus à dormir, et puis après, ça entraînait une fatigue physique. Et le deuxième a eu la même chose, un peu plus tard, mais il a eu la même chose. Je n'ai pas ressenti ça, mais bon, ça n'aurait pas tardé après, peut-être. Où j'étais peut-être dans un moment de ma vie où j'étais au bon moment. Oui, mais on a eu tous, hein, on a eu le même entraînement. On était à peu près à la même forme physique. Sinon, on n'y serait pas allé. Mais ça serait passé peut-être. Parce que même mentalement, il faut être vraiment dans une forme mentale. Il ne faut pas qu'on ait de soucis, de problèmes. Et à cette époque-là, bon, j'avais aucun souci, aucun problème. Et peut-être que mes collègues avaient d'autres soucis. Et ça joue, même un petit souci, c'est multiplié par 10, quoi, à cette profondeur. Ouais, mais ça m'a aidé à être volontaire pour ça. Et je me sentais. C'est pas des jeunes, hein, je pense que. Il valait. Non, c'est parce que je voulais. En souvenir d'eux, bon, je voulais prouver que. Bon, on était bon plongé. Mais oui, je sais pas. Oui. En ce moment, il y a un gros chantier en Hollande, je crois, où il y a beaucoup de scaphandriers qui travaillent pour les éoliennes. Oui. Voilà, c'est prévu. Il faut dire que Ils essaient même, me demander, moi, s'ils pouvaient faire de la SAT pour ça. Certaines compagnies, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Théo enfin l'INPP forme peu en saturation de plongeurs français. Oui. C'est-à-dire la grande majorité, ce sont des plongeurs soit anglo-saxons, indiens. À l'époque, nous étions les seuls à faire de la saturation au départ. Les Français, à travailler à mer du Nord ou d'autres mers. À des plongées profondes, c'était les Français qui avaient si vous voulez, le monopole. Et ensuite, de la mer du Nord, on nous a poussé parce que bon, on n'est pas chez nous. Et après, petit à petit, comme il fallait parler anglais, il fallait parler très bien anglais, donc on nous a poussé un peu plus. Et là, en ce moment, je forme, ça fait une dizaine d'années que je forme des plongeurs pour la saturation. Et il y a très peu de Français. Il y a 1 ou 2 Français, 70, 80 par an. Et le reste, et malgré tout, il faut savoir qu'on est la seule école en ce moment à former des plongeurs profonds. La seule école au monde. Il y a une école concurrente qui est en Australie, qui vient d'ouvrir et qui a pas pu finir le stage là parce qu'ils ont eu de la casse. Et pendant 3 ou 4 ans, on était la seule école au monde à faire. Sinon, il y a 3 écoles en tout, pour des classes 3, pour des plongeurs profonds, pour la saturation. Et en ce moment, on est seul. Et malgré tout, on ne forme pas beaucoup de Français. Je ne suis pas très calé sur les éoliennes parce que je n'ai pas travaillé dessus. Mais... Non, c'est les mêmes, enfin, je ne suis pas spécialiste non plus, mais enfin, je travaille dans une société, c'est les mêmes technologies en ce qui concerne en particulier celles qui sont maritimes, c'est-à-dire c'est les mêmes systèmes de connexion, c'est les mêmes assises, c'est les mêmes plateformes à fabriquer, c'est exactement les mêmes connexions, sauf qu'il n'y a pas le problème du pipe, il y a simplement le problème du câble électrique à poser qui est un petit peu différent. Je ne crois pas que ce soit à grande profondeur pour moi. Ouais. L'amiral, vous aviez une question? Oui, peut-être je vais creuser un peu la question sur laquelle on tourne un peu là. La facette, c'est vous êtes à l'école. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui qui sont engagés un peu plus? Quel est leur avenir par le propos? Et finalement, donc, qu'est-ce qui fait que la plongée humaine reste intéressante par rapport à cette période-là? Quels sont les grands défis encore de la plongée humaine?
Alors, déjà, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que ce métier, je leur apprends à aimer ce métier, parce que je l'ai aimé, je l'aime toujours, et qu'il y a toujours de l'espoir, puisque moi, il y a plus de 30 ans, on me disait, la plongée professionnelle, c'est terminé. Mais il y a 30 ans de ça. Et ça continue tout le temps. La formation continue tout le temps, et la demande y est toujours. Donc, je leur gâche pas leurs espoirs, je les encourage à y aller, puisque c'est un beau métier qui nous permet de... C'est vrai que c'est un métier de passion, mais ça nous permet de voyager, ça nous permet d'être d'avoir une bonne... Pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez, dans le domaine de la plongée, de la plongée humaine, bon, il est certain qu'il y a moins d'interventions. Il n'y a pas de nouvelles frontières. Il n'y aura pas de nouvelles frontières, je ne pense pas, puisque ça, de surcroît, au début de la plongée industrielle, les systèmes, en particulier pour les pétroliers, étaient des systèmes qu'on disait marinisés. C'est-à-dire, pour faire simple, c'était quelque chose qui était terrestre et on mettait des joints pour pas que ça prenne l'eau. Maintenant, c'est complètement différent. Ils sont étudiés. L'engineering se fait uniquement dans un but, c'est complètement marinisé au départ. C'est quelque chose qui est déjà étudié. L'engineering a été fait. En particulier, moi, je étais dans une société qui faisait des très très gros équipements. Tous ces gros équipements, lorsque l'on donne une procédure, il faut qu'elle soit mise sur l'ordinateur. Il faut que ce soit aussi bien le ROV et surtout il y a le ROV qui va faire de la mathématique, le maximum de choses, mais tout ne peut pas être fait en ROV. Des fois, il faut une capacité de réagir tout de suite, et des fois, c'est mieux d'avoir le plongeur qui est en saturation. Des bateaux, comme vous avez vu, si vous voulez. Bon, il est certain que ces sociétés-là, il n'y en a plus que 3 ou 4 maximum maintenant, hein, avec ce genre de bateaux. Ils ne travaillent pas à 100%. Et ils ont même des difficultés actuellement. Parce que, d'une part, le pétrolier n'a plus tellement la cote. Et donc, si vous voulez, on utilise de plus en plus, en effet, des ROV pour pouvoir faire des opérations. Moi, je prends l'exemple sur la soudure hyperbare, par exemple. Après, ils nous ont remplacés par des robots pour la soudure de pipe. Ils ont mis des robots en place et à une certaine profondeur, dans des petites profondeurs, il fallait quand même que l'homme intervienne parce que le robot, il buguait, quoi. Il n'avait pas à souder à cause du pipe et de la marée. Enfin, comme il y a une poche qui se crée à l'intérieur du pipe et dans des petites profondeurs, il y a la marée qui joue et ça fait on dit respirer. C'est le pipe qui respire. Ça souffle et ça aspire. Mais le robot, lui, il s'arrête là. Il ne peut pas continuer. Il faut la main de l'homme. Oui. Au dos, elles étaient numérotées au dos. Et devant, sur le cadran avant, il y a Comex. Rolex Comex. Ah, peut-être. Les 100 premières, peut-être. J'ai pas eu. Non. Je sais pas. Non. Les premières, les 100 premières, il y avait déjà le COMEX sur le cadran. Celles qui n'avaient pas de COMEX, il y avait simplement le numéro. Moi, j'ai acquis ma montre chez COMEX en 1972. Il n'y avait pas de montre COMEX, mais il est marqué d'ailleurs. Il n'est pas marqué non plus le numéro, comme vous dites, derrière. Ça a été mis à partir du moment qu'il y a eu une valve hélium quand il est monté dessus. Oui, les valves hélium. J'en ai vu avec Comex derrière, dans le dos. J'en ai vu. Hein? C'est moi qui vous remercie. La prochaine conférence se déroulera comme prévu mardi 11 octobre. Le sujet prévu qui sera l'éolien ne va pas échapper aux questions énergétiques et des questions d'actualité.
Merci de votre qualité.